Ana Castella recevra 850 000 via un amendement du PL, après avoir fait le signe du 22. Elle est apparue sur cette photo ici, avec Nicolas, n'est-ce pas? Ana Castella, qui est une figure importante de la scène sertaneja, cette photo a été prise là-bas, au rodéo de Barretos, qui est un bastion bolsonariste, n'est-ce pas? Le rodéo de Barretos est totalement bolsonariste, n'est-ce pas? C'est que des bagarres, des disputes, des agressions physiques, de la saleté, des gens ivres. C'est la fête, moi. Je connais personnellement la fête de Barretos, les gars. J'y ai déjà couvert l'événement en tant que journaliste. Ce que j'ai vu là-bas, des choses absurdes, c'est indescriptible. Un jour, je vous raconterai les choses absurdes que j'ai vues au rodéo. Je vais juste en dire une. J'ai déjà vu qu'il donnait des décharges électriques aux taureaux pour qu'ils sautent plus. J'ai vu, comme ça, à 1 mètre de moi, qu'il donnait des décharges aux taureaux pour qu'ils sautent plus, d'accord? C'est juste une des choses auxquelles j'ai assisté. Au rodéo de Barretos, quand j'y suis allé pour travailler comme journaliste. Et donc, bref, dans ce bastion bolsonariste, elle est apparue là-bas avec Nicolas, a pris des photos, a fait des blagues et tout ça. Et alors, qu'est-ce que cette chronique ici de Metropolis est en train de dire? La chronique de Demetrio Vecchioli, qu'elle va faire un spectacle à São Fidélix, qui se trouve au nord de Rio de Janeiro. Là, dans la région de Campos dos Goitacas, là-haut, presque à la frontière de l'Espírito Santo. Et elle va toucher 850 000 pour faire ce spectacle. Tu sais pour combien de personnes? La mairie estime à 4 000 personnes. 4 000. C'est un spectacle qui ne serait jamais rentable avec 4 000 personnes. Jamais il ne serait rentable avec 4 000 personnes, n'est-ce pas? Mais comme c'est de l'argent du ministère du Tourisme, de l'argent pour les spectacles, de l'argent provenant d'un amendement parlementaire d'une députée du PL, pour que la mairie du PL engage une bolsonariste du PL dans le monde sertanejo. Voilà ce qu'ils font. Ils utilisent l'argent public pour s'entraider et ainsi garantir le soutien de ce milieu artistique sertanejo au bolsonarisme. Cette classe qui est bien souvent, je ne dis pas que c'est le cas ici précisément, mais qui est bien souvent corrompue exactement comme les politiciens du PL, très souvent, d'accord? Il y a beaucoup de chanteurs sertanejos qui sont impliqués dans des accusations, des enquêtes, pour avoir reçu de l'argent issu d'amendements parlementaires. Ana Castella, spécifiquement, cette jeune femme qui apparaît ici, il y a des rapports selon lesquels elle a reçu plus de 80 millions de reas pour des concerts financés par des amendements parlementaires. C'est là en 1 an et demi. 2024-2025. Du milieu de 2024 jusqu'à la fin de 2025. Plus de 80 millions de reais. Rien que pour elle, et elle n'est même pas l'une des leaders, d'accord? Il y a des gens qui ont reçu beaucoup plus d'argent qu'Anna Castella, enfin. Et cet argent, c'est quoi? Il s'agit de contrats pour des concerts dans ce système? On passe contrat pour le concert, il n'y a pas d'appel d'offres, pas de concurrence. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une, Anna Castella. On va faire un appel d'offres? Comment, hein? Enfin. Et donc, il n'y a pas d'appel d'offres, on les fait venir avec l'argent du gouvernement fédéral pour faire de la propagande pour les bolsonaristes. Et on les fait venir avec de l'argent public. C'est absurde. C'est l'un des plus grands scandales qui se produisent dans le milieu sertanejo brésilien, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement de cette manière qu'Anna Castella et d'autres, pas seulement elle, d'autres artistes du milieu sertanejo procèdent ainsi quand ils donnent des concerts. À quoi bon lire la loi Rouanet? Si l'argent tombe directement sur leur compte, ils n'ont même pas besoin de rendre des comptes, n'est-ce pas? Enfin. Et regarde, il y en a encore une autre ici. Tu vas voter pour qui? Les signalements de harcèlement électoral au travail atteignent 119 et dépassent de 16,4% ceux des élections précédentes. C'est un sujet sérieux, tu sais. Très sérieux, c'est ça. C'est le patron qui essaye de forcer l'employé à voter pour son candidat. C'est ça. Le patron fait pression sur l'employé. Si tu ne votes pas pour mon candidat, je vais fermer l'entreprise. Je vais licencier je ne sais combien de personnes. Je vais faire faillite. Il menace les travailleurs pour qu'ils votent pour le candidat qu'il veut. Et regarde, 99,99% des cas de harcèlement électoral impliquent des bolsonaristes. 99% des cas sont liés à des candidats bolsonaristes et à des patrons bolsonaristes. Et ça s'appelle du harcèlement électoral. C'est prévu dans la législation électorale depuis 2018. Ça existe depuis 2018. Avant cela, il n'y en avait pratiquement pas. Donc tu vois à quel point le bolsonarisme est nocif, non? Comme il détruit la démocratie. Ils ont créé ça. Ce truc où les patrons forcent la main pour obliger les employés à voter. Si l'employé dénonce le patron,
Même s'il le dénonce anonymement auprès du ministère public électoral, ce patron sera poursuivi, il sera condamné à une amende. Il sera puni par le ministère public, n'est-ce pas? Et il devra probablement encore faire l'objet de poursuites pour harcèlement électoral, ce qui va créer beaucoup de problèmes pour ce type. Donc si tu travailles dans un endroit où le patron fait ce genre de choses, dénonce-le. Même si c'est de façon anonyme, dénonce-le. Ne laisse pas passer ça, non. Parce que c'est un comportement répréhensible et inacceptable d'essayer de forcer les travailleurs à voter pour ton candidat. Et utiliser la force économique de l'employeur pour ça, n'est-ce pas? C'est vraiment une énorme saloperie et ça doit être combattu. Ça s'appelle du harcèlement électoral, c'est interdit, ça entraîne des sanctions, et des sanctions lourdes, des sanctions, surtout des sanctions financières, n'est-ce pas? De lourdes amendes. Le vélo d'avant a déjà été puni pour harcèlement électoral, il a déjà été condamné pour harcèlement électoral. Et d'autres personnes, quelles autres grandes entreprises que l'on connaît à chaque élection depuis 2018, n'est-ce pas? Mais avant, il n'y en avait pas. Mais depuis 2018, à chaque élection, on en entend parler. Pour les maires, pour le président, on en entend parler. Donc il y a eu l'élection en 2018. Il y a eu du harcèlement électoral pour la première fois. Ensuite, il y a eu 2020, 2022, 2024. Il y a toujours eu du harcèlement électoral. Toujours des patrons bolsonaristes essayant de forcer les employés à voter pour des candidats bolsonaristes. Et ça, définitivement, ça ne peut pas arriver. Enfin. La désapprobation de Trump atteint 65%, le chiffre le plus élevé de son gouvernement, selon une enquête. Le soutien à la guerre en Iran n'a jamais été aussi bas non plus. Mais même chez Jovempan, d'accord? Sondage de Reuters Ipsos. Reuters est une agence de presse américaine très importante et l'Institut Ipsos est aussi un institut très important et très crédible aux États-Unis. Et donc, voilà, regardons ça ici. Il a 65% de désapprobation, un nouveau record. Le chiffre précédent était de 64%. Et son taux d'approbation, qui était de 34%, est maintenant de 33%. Un tiers seulement des Américains approuvent le gouvernement de Donald Trump. Le reste veut prendre ses distances avec Trump. Et il y aura des élections maintenant en novembre. En novembre, pour élire les représentants, tous les représentants, n'est-ce pas, les membres du Congrès américain et aussi une partie du Sénat. Ce n'est pas tout le Sénat. On s'attend à ce que les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre, qu'ils retrouvent la majorité qu'ils ont perdue lors de l'élection de Trump. Mais il va tellement mal que l'Américain moyen, le citoyen des États-Unis, va retirer le pouvoir des mains de Donald Trump. Parce que lorsqu'il donne le Congrès à l'opposition, cela signifie que beaucoup de mesures que Trump veut mettre en place, il ne pourra pas, parce que le Congrès ne le permettra pas. C'est une façon de mettre un frein. Cette décision d'organiser des élections de mi-mandat a un aspect très intéressant. J'aime ça. Pourquoi? Si le président fait du bon travail, vous lui donnez plus de pouvoir pour qu'il continue à bien faire. Vous élisez un groupe encore plus important de ses partisans, mais s'il fait du mauvais travail, vous lui retirez du pouvoir pour qu'il n'abîme pas davantage votre pays, n'est-ce pas? Donc, à mi-parcours, c'est une sorte d'évaluation du mandat. Et Donald Trump fait tout ce qu'il peut. Il essaie d'intervenir de toutes les manières possibles dans les élections de mi-mandat parce qu'il sait qu'il va perdre. Voilà le gros orange. Il sait qu'il va perdre, qu'il va sauter, non? Alors, il essaie d'intervenir. Il dit qu'il va déclarer l'état d'urgence national, qu'il va prendre des décrets pour compliquer le vote par correspondance, le vote des immigrés. Les immigrés, bien sûr, qui ont le droit de vote. C'est important, parce que ce ne sont pas tous les immigrés qui ont le droit de voter aux États-Unis, n'est-ce pas? La personne doit déjà avoir une carte verte, elle doit déjà avoir une autorisation pour vivre là-bas afin de pouvoir voter. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui immigre là-bas, par exemple. Eduardo Bolsonaro vient d'obtenir sa carte verte maintenant. Et même ici, il ne pourra pas voter pour le président là-bas, ni pour les députés, n'est-ce pas? Il ne pourra pas, seulement dans certaines situations. Et la personne doit se naturaliser. C'est très spécifique. Maintenant, ces immigrés doivent aussi avoir des difficultés à voter à cause des obstacles que Trump veut imposer pour ne pas perdre les élections. Mais il ne le sait pas, mais la situation devient de plus en plus désespérée pour lui.